sommes aujourd'hui réunis pour le cours de processus de conception et le dernier cours où nous invitons, sous la forme d'une conférence Atlas, où nous invitons Julia Turpin du Grand 8 et donc qui va inaugurer en fait ce dialogue. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation du travail de Julia. La parole est à toi, Julia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julia Turpin, je suis coopératrice de la SCOP Grand 8 à Paris 19e. Là, je n'ai pas apporté de visuel parce que Sandra et Marie m'avaient dit que vous aviez fait des recherches sur l'agence. Donc, normalement, vous en avez en tête. Je vois des grimaces, donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Si c'est nécessaire, à la fin de la présentation, je pourrais vous montrer quelques trucs. Ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire en fait de processus tout simple en fait. C'est un mot compliqué pour pas grand-chose, mais comment l'agence s'est formée. Parce que je me dis, quand on est étudiant en archi, c'est peut-être sympa de voir un peu comment on arrive à monter une agence et quels sont les différents exemples, qu'on n'a pas souvent en fait la petite histoire qui est pas l'histoire des grands projets et de la fame et tout ça. C'est plutôt comment tout simplement on arrive à monter une agence. Comment on en est arrivé là avec Clara et avec Marine. Et après, bien sûr, notre quotidien, parce que je pense qu'on ne connaît pas bien non plus le quotidien d'une agence d'archi. Et bien sûr, ce qui nous anime au quotidien, nos engagements, nos valeurs, pourquoi on le fait, et ce qui nous fait vibrer et pourquoi on fait comme ça. Moi, j'ai 50 ans, donc j'ai été étudiante à l'école d'archi de Paris-Belleville avec Clara, avec qui j'ai monté Grand 8. Clara, qui est une très très vieille amie parce que je l'ai rencontrée au collège, donc c'est une vieille histoire d'amitié, une grande histoire d'amitié, une belle histoire d'amitié qui a duré. Et en fait, dès qu'on est sorti de l'école d'archi, on a commencé à travailler toutes les deux, chacune de notre côté, et ensemble. Donc on s'associait pour certains projets. On a fait beaucoup, moi, de rénovation d'appartements pour des particuliers et Clara, des petits équipements. Et on se retrouvait ensemble sur des petits marchés publics pour faire du petit équipement parisien, de quartier aussi, beaucoup dans le 19e, parce qu'on était déjà nos locaux, en fait, on partageait des locaux dans le 19e arrondissement toutes les deux. Donc ça nous a permis de rencontrer les gens dans le quartier, de rencontrer les associations, d'être vraiment intégrés dans la ville, dans ce quartier-là, surtout que Clara, elle, habite aussi dans le 19e. Donc elle a des enfants à l'école. Voilà, ça permet de créer beaucoup de liens comme ça. Donc on a travaillé notamment pour l'école d'architecture de Paris-la-Villette. On a fait... Clara a fait le Café Zoïde, on a fait des crèches ensemble. Donc voilà, on a fait depuis qu'on est sorti en 2000. Voilà, en 2000. En 2015, il y a une grosse crise en fait dans l'archi. On n'a plus du tout de travail et en même temps, en fait, on rencontre Yves, qui est un directeur d'une entreprise d'insertion dans le quartier, avec qui, une entreprise d'insertion qui permet à des personnes éloignées du travail de retrouver du travail, donc insertion par le travail et aussi insertion par le logement par le biais d'autres structures. On rencontre Clara rencontre Yves à la MAP et se disent, ce serait sympa qu'on fasse des choses ensemble. Dans le même temps, il y a le projet de Réinventer Paris qui sort. Et sur le site de la rue de l'Ourcq, on décide de répondre ensemble pour faire la ferme du rail. Donc c'est cette aventure de la ferme du rail qui va sceller en fait notre engagement avec Clara. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la ferme du rail ?
Sinon, j'aurais pu vous le dire si ce n'était pas le cas. Donc, grâce à ce projet, on a gagné le fait, en fait, d'être en crise. Ça nous a permis de nous engager à 100% en fait sur cet appel à projet, et on a réussi à le gagner, ce qui était quand même vraiment beaucoup de chance. Pour nous, bien sûr, on a fait un super projet, mais c'était quand même aussi de la chance. Il n'y avait pas juste... c'est aussi un peu une loterie dans ces cas-là, parce que on avait... tout s'est bien aligné, on a eu cette chance-là. Et grâce en fait au projet de la ferme du rail, on a pu, avec Lara, monter notre agence, donc Grand 8. Par là même, en fait, ancrer nos valeurs, parce que comme c'était un projet très ambitieux, ça nous permettait de dire ce projet, c'est notre premier projet, bon, à 40 ans, mais on a mis dedans tout ce en quoi on croyait. Donc, ça permet d'avoir une bonne assise. Et très vite, en fait, pendant le projet de la ferme, Marine, donc la troisième associée, nous a rejoints, donc vraiment tout au début, parce qu'on a monté Grand 8 en 2019, à la fin du chantier de la ferme du rail. Et Marine nous a rejoints en 2020. Donc c'était vraiment tout au début. Donc voilà. Et donc Marine, elle était stagiaire. Ça s'est bien passé entre nous. Elle est restée associée. On l'a associée très rapidement. Enfin, associée coopératrice, en fait. Donc on a monté une coopérative, parce que dans la coopérative, on peut mettre des valeurs sociales qu'on ne peut pas mettre, en fait, ou qu'on peut exercer sans les écrire dans les statuts dans une société classique. C'est-à-dire que c'est une coopérative ARL, donc c'est une coopérative SARL. Donc on a plusieurs solutions pour monter des agences d'architecture. Déjà, il faut être à plus de 50% d'architectes. Et ensuite, il y a plusieurs structures possibles qui sont des structures classiques de société. Donc nous, on a choisi la SARL. Il y a beaucoup d'agences d'archi qui se mettent en SARL. Et ensuite, juste, on a rajouté le COP qui ne change pas le statut par rapport aux impôts. Donc on reste une SARL, mais coopérative, c'est-à-dire qu'on a injecté des valeurs éthiques. En fait, on a ajouté de l'éthique dans une société classique. Donc ça veut dire... Qu'est-ce que ça ajoute ? Ça ajoute une personne, une voix. C'est-à-dire que là, on est trois, il y a 3 voix. Il se trouve qu'on a un petit capital partagé en 3 à part égale. Donc là, il n'y a pas de sujet. Mais si, par exemple, il y en avait une qui avait 50% et l'autre 1%, celle qui avait 1% aurait le droit c'est quand même une personne, une voix. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, après, l'autre valeur que je trouve intéressante, c'est si l'idée, c'est que les salariés, en fait, deviennent potentiellement à terme associés. S'ils le souhaitent, en fait, on est obligé de proposer aux salariés l'entrée au sociétariat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites. C'est-à-dire que vous comprenez ça ? Si un salarié est... Ouais, c'est bon ? Ouais. Alors, par exemple, je t'embauche, t'es salarié de la SCOP. En fait, dans ton contrat, c'est indiqué qu'au bout de 18 mois, ça c'est nous qui l'avons fixé, ça peut être un peu plus ou un peu moins, de salariat, tu es obligé de présenter si tu le souhaites, tu peux présenter ta candidature, en fait, au sociétariat. Ça veut dire que tu rentres dans la SCOP. Et là, j'ai un doute tout d'un coup. Je me demande si tu n'es pas obligé, en fait, ça me paraîtrait plus logique que tu aies la possibilité de le faire. Bon, comme nous, on n'a pas les moyens d'avoir un troisième ou une troisième salariée. J'ai un peu laissé de côté. Mais l'idée globale, en fait, c'est que toutes les personnes qui font partie de la SCOP entrent au sociétariat.
C'est quand même l'objectif. C'est-à-dire que c'est une relation beaucoup plus linéaire. On prend les décisions ensemble. Il n'y a pas de patronne ou d'échelle en fait dans l'agence. On essaye de travailler le plus possible en discutant, en partageant et en essayant de faire participer tout le monde, même les stagiaires. Guénaëlle était stagiaire à l'agence pendant 6 mois. Donc voilà, tu pourrais donner ton point de vue là-dessus. Tu pourrais témoigner, ouais. Tu pourrais te parler. C'est vrai que c'est vraiment ce que j'avais ressenti pendant mon stage chez Grand 8, c'est qu'il y a vraiment cette volonté en fait de faire une agence vraiment très horizontale. Donc ça veut dire que même moi en tant que stagiaire, il y a plusieurs fois où j'ai vraiment pu donner mon avis honnête sur le projet, qui a été écouté ou non, mais parfois oui, parfois non. Mais il y a vraiment cette notion de horizontalité en fait que je pense est une valeur importante de Grand 8 et qui est vraiment perceptible. Au-delà même de ce statut de scope, en fait, c'est vraiment toute cette dimension éthique en fait qui a été ajoutée dans l'agence sous contrôle. Mais... Oui, non, mais sous contrôle, tu es libre, Guénaëlle. Tu peux dire ce que tu veux, même du mal. Et oui, non, mais c'est sûr. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que de toute façon, on s'enrichit les uns les autres et aucune de nous trois et de nous 3 plus 2, parce qu'en fait on est souvent 2 en plus, parce que comme on n'a pas les moyens de se payer un salarié ou d'avoir un salarié, parce que se payer un salarié c'est pas très joli, mais d'avoir un salarié, on a toujours 2 stagiaires en plus à l'agence. Malheureusement, parce que socialement c'est pas très intéressant, parce on n'arrive pas, si socialement c'est intéressant, mais disons on n'arrive pas à créer un poste en plus, donc ça c'est un peu dommage. Et en même temps, voilà, on a des stagiaires et c'est sympa, mais voilà, ça permet de pouvoir accueillir. Bref, ça c'est un peu la tambouille, mais je trouve que c'est aussi intéressant de connaître la tambouille, parce que souvent on connaît les images, mais on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. En plus, si je continue un peu dans le pratico-pratique, on travaille, on est donc toutes les 3 salariés et on travaille aux 35 heures. Donc ça, c'est important pour nous. Ça fait partie des choses auxquelles on tient, c'est-à-dire pas s'épuiser au travail. On est passionné par notre métier, mais c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est obligé de... Enfin, voilà, on fait d'autres choses à côté et c'est important pour nous d'avoir une vie à côté de l'archi. Et aussi, ça nous nourrit et ça nous permet aussi de se reposer, parce que c'est un métier qui est très difficile, très tendu, très dur à porter, parce qu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagements, beaucoup de choses à mener et c'est vraiment compliqué. Et voilà, et la Marine, donc la jeune... donc à 30 ans, qui est arrivée avec nous, nous a dit, les filles, moi c'est bon, je bosse pas, on bosse pas au rythme de 45, voire 50 heures par semaine, on va baisser tout ça. Et au fur et à mesure des années, on a réussi à aller jusqu'à 35 heures. Marine est passée aux 30 heures en gardant le même salaire. Donc c'est quand même bien. Ensuite, tout ce qui est... on est très aligné en fait sur les valeurs. Le fait aussi d'être en scope peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, on prend du temps pour parler toutes les 3. On part de Paris, on fait des journées off aussi à Paris, ce qu'on appelle des séminaires, pour réfléchir à ce qu'on veut, pourquoi on exerce et qu'est-ce qui nous plaît en fait dans l'exercice de notre métier. Pourquoi on exerce ? On est architecte, c'est un peu la seule chose qu'on sait bien faire. Donc, c'est notre formation, c'est pour ça qu'on exerce. S'amuser le plus possible, ça c'est notre premier souhait. Donc, s'amuser le plus possible dans un métier, qui est assez stressant. Comment on va s'amuser le plus possible ? Nous, qui nous intéresse, c'est, on sait aussi s'amusant le plus possible en ayant le moins d'impact possible, parce qu'on sait effectivement que... être architecte, c'est aussi pourrir l'environnement. Donc, comment faire pour pourrir le moins possible l'environnement et même le rendre le plus
joyeux possible, essayer d'apporter de la valeur dans tout ça. Donc, très simplement, on a décidé de ne pas construire, mais on n'a pas dit qu'on ne construirait plus jamais, parce que là, c'est possible qu'on construise des choses, mais pour des raisons bien particulières. En tout cas, on essaiera de ne pas construire. On va essayer, pour l'instant, on a réussi de ne pas travailler pour des personnes qui vont faire de la spéculation sur le bâtiment, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des entreprises, des sociétés de biens communs, donc voilà, comme des associations, des bailleurs sociaux, voilà ce type de projet. Et donc ça, c'est les trois gros piliers. Ensuite, quand on arrive dans un bâtiment, on va se dire, on va plutôt réhabiliter, donc bien sûr réhabiliter plutôt que construire. On va essayer de récupérer le maximum de choses dans le bâtiment. Donc on va essayer de ne pas démolir, on va essayer de conserver le maximum de structures. Ensuite, on va chercher ce qu'on peut récupérer dans le bâtiment, donc pour tout ce qui est réemploi in situ, on va dire. Après, tout ce qu'on ne trouve pas en réemploi in situ pour faire le projet, on va le chercher ex situ, parce qu'on a la chance, en fait, nous, d'être à Paris. Donc, on a une activité très parisienne. On va tourner autour de 60 km autour de Paris. Donc, on est vraiment très local et beaucoup aussi dans le 19e arrondissement dans lequel on est toujours. À Paris, la ressource, le glanage, plus qu'à la campagne, ça va être les mines urbaines, on va dire. Donc, tout ce qui est démolition, déconstruction. Enfin, voilà, on voit qu'il y a un renouvellement de la ville sur elle-même. Donc, nous, on essaye de glaner dans ce qui va être dans toutes les rénovations qui vont laisser du potentiel déchet qu'on va récupérer avant que ça devienne déchet pour le réinjecter dans les bâtiments. Donc ça va être le ex situ. Quand on n'a pas trouvé en in situ, pas en ex situ, qu'on n'a pas réussi à conserver la structure sur place, on va chercher en biosourcé. Donc on va chercher donc, du bois, de la paille, ou géosourcé, du plâtre, de la chaux, du chanvre, voilà, tous les matériaux biosourcés, géosourcés, de la pierre qu'on a, de la pierre, mais de réemploi le plus souvent, aux alentours de Paris. Et si on n'a pas trouvé ni en in situ, ni en ex situ, ni en biosourcé, ni en géosourcé, dans ces cas-là, on va faire appel au neuf, qui reste encore, malheureusement, la majorité de ce qui est présent dans nos rénovations. Moi, j'ai une question que peut-être certains ont aussi en tête, mais ils n'osent pas les poser. Tout ce dont tu parles là, d'aller chercher des ressources ex situ ou in situ, issues des démolitions et des constructions, c'est pas toi qui vas les chercher. Comment tu les stockes concrètement? Comment ça se matérialise? Ouais. S'organise. Alors, il y a plein de moyens d'y arriver. Déjà, graphiquement, en fait, sur les plans, on fait le distinguo entre ce qui est, ça je pourrais vous le montrer, entre ce qui est existant, conservé, ça reste en noir, ce qui est récupéré in situ, ça reste en vert, et ce qui est récupéré ex situ, c'est en orange, et ce qui est neuf, c'est en bleu. Du coup, ça fait un plan qui est très clair déjà pour les entreprises, pour noter déjà l'engagement. En fait, si ça reste flou, si tout le plan est déjà tout noir, ou déjà je pense que vous faites bleu et noir, j'imagine, ou rouge et noir, peut-être pour le neuf et le... Vous faites quoi comme couleur pour le neuf et l'existant? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, nous on fait rouge pour la démolition, parce que le rouge est dur et c'est pas agréable d'avoir un plan rouge en rendu final à regarder tous les jours. Je trouve que le rouge est... Donc on l'a sorti du projet. Le rouge c'est de la démol, ça reste pour la démol et c'est bien parce que ça se voit bien. Et le bleu c'est pour le neuf, orange et voilà. Ça on l'a mis en place. Non, c'était pas avec toi. Mais du coup tu fais deux plans. Tu fais un plan démol et un plan projet. Je fais un plan démol, un plan projet, ouais. Je vais vous montrer. Et oui, parce que sinon après le plan devient illisible. Tu peux aller le chercher, Guénel. En code, c'est bipède, B-I-P-E-D-E. Et tu
Là, on Voilà, est salle à typiquement manger. dans des questions de représentation. Ça devrait vous alerter, puisque vous êtes aussi, vous, dans des questions de représentation. En ce moment même, vous êtes en train de représenter un projet. Pour certains, il y a de la réhab, il y a de la démol, il y a du neuf. Comment vous vous y prenez? Là, en tout cas, Julia a vu tout ce que tu nous racontes. Tu as vraiment besoin de 2 plans à chaque J'ai fois. vraiment besoin de ça, en fait. C'est vraiment la base pour communiquer avec le maître d'ouvrage au départ pour lui dire bah, nous, ça va être comme ça et ce ne sera pas autrement, même s'il ne nous demande pas de faire du réemploi. En fait, ce n'est pas un choix qu'on laisse au maître d'ouvrage, c'est obligatoire. Et ensuite, pour les entreprises, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté au fait de dire « Ah ben non, je ne savais pas, je n'avais pas compris », je dis ben, en fait, si, c'est écrit et c'est là. Donc, c'est pas pour clore les discussions parce que on connaît. Ensuite, sur les ça va, tu t'en sors? C'était le Oui, stockage. voilà, le stockage. Alors, comment tu trouves donc donc récupération? On récupère sur le site et ensuite, on va faire appel à des partenaires. Donc, il y a des personnes comme Reavi, Cycle Up, Bacacia, qui sont des plateformes en fait, de récupération des matériaux et chez qui on peut aller se servir. Il y a des choses aujourd'hui dont on sait qu'ils sont en flux continu. Il y a des choses, on va dire que c'est très facile à réemployer. On sait qu'on pourra toujours trouver du réemploi sur ces filières, notamment sanitaire. Fin de stock de carrelage, c'est pas du réemploi, mais c'est facile. La pierre de réemploi aussi pour faire tout, dallage, machin. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans le chantier. Dossier marché, pardon. Excuse-moi, parce que dans la salle à manger, ça y est plus. Menuiserie, luminaire maintenant aussi. Voilà, donc il y a tout ça. Et ensuite, il y a tous les ouvrages qu'on va fabriquer avec les artisans à partir de matériaux de réemploi, des ouvrages complexes. Par exemple, on pourrait fabriquer un parquet en fenêtre de réemploi. On peut fabriquer des placards en fenêtre de réemploi. On peut fabriquer des faux plafonds en litho de réemploi. Donc il y a vraiment... Je trouve qu'à Paris, peut-être qu'à la campagne, c'est différent parce qu'il y a peut-être moins de construction quand on est dans un milieu moins dense. Mais en tout cas, à Paris, en ville, la filière réemploi, c'est vraiment la première chose qu'on doit aller glaner, même avant de faire appel à l'agriculture, même bio, mais qui quand même demande de la mécanisation et tout ça. Là, c'est un échange de matières déplacées par le biais du travail, donc par le biais de la main de l'homme. En fait, ça va mettre au cœur du processus plus la main de l'homme qu'une machine, une transformation. C'est ça qu'on trouve intéressant. Et aussi le travail avec les artisans quand il s'agit de transformer des objets en autres objets. Disons, quand on demande de transformer une fenêtre, on dépose la fenêtre, on décompose la fenêtre et on recompose la fenêtre en parquet. Donc tout ça, ça demande beaucoup de processus. Du tissu aussi, on a travaillé pas mal avec des artisanes tissus, artisanes textiles. Et là, c'est tout un processus d'artisanat. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'évidemment, on peut aussi réemployer un WC en WC. Et donc là, on aura fait du réemploi et il n'y aura aucune transformation. Donc ça dépend vraiment. De ce réemploi dans le projet d'architecture, ça change la temporalité du projet? Est-ce que ça prend plus de temps de trouver les ressources, stocker et après les mettre en place? Ou ça reste dans le même temps que... Les maîtres d'ouvrage, ils ne veulent pas que ça change la temporalité du projet. Donc, en fait, on reste dans la temporalité du projet. Sinon, comme pour les maîtres d'ouvrage, ce qui est important, c'est le temps et l'argent, entre autres. Bon, les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille, ils ont souvent d'autres valeurs, mais ça reste quand même ça, le fil... Donc non, il faut qu'on reste dans les temps. Mais comment vous absorbez le temps que ça prend en plus? Par exemple, j'imagine qu'il faut dessiner la fenêtre existante,
dessiner le processus de comment on la décompose, comment on la déconstruit et comment on la réutilise. Donc ça prend plus de temps de dessiner tout ça que de simplement prendre un dessin de fenêtre. Et donc comment vous absorbez ce temps en plus? Déjà, on essaye d'avoir une mission complémentaire qui s'appelle économie circulaire. Donc ça, on essaye de l'avoir. Et pour ce cas précis, où on a beaucoup de travail en fait en binôme avec les artisans, parce que ça, je ne peux pas demander à n'importe qui, à n'importe quel menuisier intérieur, de faire le parquet en fenêtre de réemploi. Ça, si on l'a fait, c'est parce qu'on l'a fait avec des artisanes dont c'est le cœur de métier. Et c'est grâce à notre collaboration qu'on a réussi à le faire. Et là, c'était... mais sinon, en fait, si elles ne sont pas là, donc c'est l'atelier rare, on n'y arrive pas. Ça, c'est typiquement le genre de choses que... mais du coup, en fait, aussi avec toutes ces collaborations, elles sont en train d'essayer de monter un produit qui sera parquet de réemploi, made in 93. Et voilà, elles sont en train de le faire. Mais tout ça, ça prend du temps. Moi, j'ai autre question. Vous parlez de réutilisation, beaucoup. Mais moi, ma question, ça porte sur la notion de l'esthétique. Quelle est plus ou moins votre façon, votre point de vue, votre philosophie de ramener une esthétique ou vous laissez faire la matière par elle-même voilà, c'est comment vous réfléchissez à l'esthétique de la réutilisation? Ouais, c'est une question très intéressante parce que on essaye, de faire que ce soit beau et le beau est subjectif bien sûr, mais il faut que ça nous plaise en tout cas. Faut que ça nous plaise le rendu final. Après, c'est ce qu'on aime bien en fait avec la réutilisation et le détournement des matériaux anciens, c'est que ça apporte justement une nouvelle esthétique au bâtiment. Disons qu'en faisant entrer dans le bâtiment des matériaux qu'on a déjà vécu, ça va donner en fait une saveur et une couleur en fait au projet qui sera beaucoup plus sensible, poétique, chaleureuse et un petit peu éloignée de l'esthétique du blanc et du gris, mais même pas un petit peu, c'est complètement, c'est plus du tout le blanc, le gris, voilà, qu'on nous a, nous, tartiné, il y a longtemps dans nos écoles d'archi, mais disons des architectes, par exemple, comme Flores Yprat, ou qui apportent en fait quelque chose de plus coloré, un peu plus osé, ça nous intéresse beaucoup. Et dans le même sens, quelle est la place de l'ornement, on va dire, parce que, il y a quand même une philosophie derrière. Est-ce que ça vaut la peine de mobiliser de la matière pour cette grande question de l'architecture? Est-ce qu'il faut ornementer ou alors c'est une décoration ou alors justement c'est un côté plus pur de la matière réutilisée, quoi. Nous, on est pour l'ornement. Si on a l'argent et le temps pour faire de l'ornement, on est à fond pour l'ornement. Disons que... Mais en même temps, je te dis ça, mais on n'en fait jamais de l'ornement. Mais finalement, où s'arrête l'ornement? On ne va pas faire de l'ornement pour faire de l'ornement. Disons qu'on ne va pas faire une déco juste pour que ce soit une déco. Mais si ce qu'on fait utile, j'imagine par exemple un bas de mur pour protéger un enduit terre. On a par exemple un enduit terre sur un mur. On fait un bas de mur en lambris. C'est peut-être pas de l'ornement, mais en fait, il y a finalement un côté déco dans l'utile qui va être intéressant. Je pense, en y réfléchissant, qu'on ne fait pas d'ornement parce qu'on s'arrête, et puis on a aussi des questions budgétaires. Il y a plein de choses qu'on aimerait pousser, des détails un peu foufou, vraiment très décorés, qui donnent aussi de la vie au bâtiment. On aimerait bien le faire. Par exemple, on a fait des appuis de fenêtre en briques, en tuiles de réemploi. Donc, tu peux faire un appui de fenêtre et du coup, l'appui de fenêtre devient ornement. Parce que, je ne sais pas si j'ai peut-être pas, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas de l'ornement comme il est utile. Devient décoratif. En fait, le côté aussi décoratif, chaleureux, ça compte dans notre pratique.
Parce qu'au finalement, on aime bien avoir des bâtiments qui ne ressemblent pas à des bâtiments d'architectes. De certaines façons, vous cherchez une forme de émerveillement de l'usager et pas de celui qui le produit, enfin qui produit le bâtiment. C'est ce que vous dites. Bah, ça, ce serait vraiment... je ne sais pas si on le cherche, parce que c'est quand même un peu balèze. Mais tant mieux si les usagers sont émerveillés, mais je ne sais pas si c'est le cas. Du coup, vous avez à la fois la mission architecte et aussi, je ne sais pas si c'est systématique, mais cette mission autour du cycle de la matière. Et justement, vous avez dit vers le départ que vous arriviez petit à petit à arriver jusqu'à du 35 heures. On se demande avec toutes ces missions, comment est-ce que quelles stratégies sont les plus efficaces, comment s'en sortir. Est-ce que c'est aussi par on va dire l'ancienneté aussi du travail accumulé et on va dire de la visibilité que ça a créé, qu'on arrive à avoir plus d'honoraires par exemple sans avoir autant de travail gratuit qu'au départ. C'est ces questions-là. C'est un petit miracle, hein, même pour nous. Franchement, on se félicite tout le temps d'avoir réussi ça. Parce qu'on est tellement contente d'y arriver. Franchement, ça, c'est génial. On est heureuse parce que ça fonctionne, mais en même temps, on est toujours un peu à se demander est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Voilà, parce que là, Clara, elle est finalement aux 30 heures parce qu'elle enseigne à côté. Marine, elle est aux 30 heures parce qu'elle en a marre de bosser 35 heures. Donc, on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait voilà. Après, je pense qu'on y arrive peut-être parce qu'on a ancré ce dont on est sûr. Disons que toutes les trois, ça ne discute pas sur les fondamentaux. C'est-à-dire que ça, on ne perd pas de temps là-dessus, ça va vite. On est sûr qu'on veut faire du réemploi, on est sûr qu'on veut faire du biosourcé. Et enfin, tout ce que je vous ai dit, le processus, c'est certain. Et ça facilite déjà beaucoup dans la réflexion. Ensuite, on a des outils qui nous permettent de gagner du temps. On compte nos heures, donc on sait combien de temps on travaille sur quel projet. On sait si on a tout un outil de comptabilité qui nous permet, en fait, on rentre une heure. C'est quelqu'un qui nous a fait ça, c'est vachement bien. Ça nous permet de savoir si les projets sont rentables ou pas rentables. Ça nous fait la compta analytique. Enfin, c'est super. C'est un petit bijou qui nous fait gagner du temps. On sait si on est bien financièrement, si ça roule à la banque, jusqu'à quand, si on a fait notre année, tout ça. Donc ça, c'est vraiment super, parce que c'est bien fait, du coup, c'est bien. On a les stagiaires, franchement, qui nous aident énormément, parce que grâce aux stagiaires, ça nous fait quand même un salaire en moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 3 personnes à l'agence, on doit gagner 25 000 € par mois pour payer nos salaires et nos charges. Donc 25 000 € par mois, c'est quand même beaucoup. Grâce aux stagiaires, ça nous fait du temps pas cher et quand même de qualité, parce que vous êtes des super étudiants en architecture. Franchement, c'est génial. Plein de convictions, politiquement engagées, tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper fort. Pour nous-mêmes, ça nous nourrit aussi, parce que ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet de ne pas non plus nous endormir dans notre train-train. Enfin, même si à Marine, en fait, le fait d'avoir plusieurs générations, c'est vachement bien. Clara et moi, 50 ans, Marine, 30 ans, et puis là, les stagiaires, 20, 25, donc c'est vraiment super. Et puis c'est vrai qu'après, il y a l'expérience, on sait un peu balayer ce qui est important, pas important. On ne va pas se perdre dans un travail inutile. On va essayer de ne pas faire ce dont on n'a pas vraiment besoin. Vous trouvez toujours des super stagiaires super bien formés par les écoles ? Ouais, franchement. Donc c'est un bon constat sur la formation en France en architecture. Ouais. Mais bon, à part Guénaël qu'on a pris en 3e année, ce qui était extrêmement rare, on prend des Master. M2, okay. M1, M2, Ouais. M2, Ouais. voire diplômés. Okay. Donc en fait, ils arrivent à un niveau de leur scolarité où ils sont quand même très bons. Est-ce qu'il y a aussi l'utilisation de certains outils ou logiciels qui permettent aussi de gagner du temps et qui
par la pratique, on voit que justement, on arrive à être plus efficace avec moins de temps. Nous, on travaille sur Archicad, ça permet d'être, c'est de la donc logiciel 3D Archicad, ça permet d'être efficace. Et puis après, l'outil là dont je te parle, il a été fabriqué sur mesure. C'est quelqu'un qui le fabrique, mais ça se trouve, c'est un petit outil de gestion d'agence qui est vachement bien. Donc moi j'avais juste une question. Est-ce que vous recommandez ou vous avez des conseils peut-être pour créer son agence le plus tôt possible après les études, ou alors mieux vaut passer du temps à gratter en agence pour d'autres personnes, ou justement il faut créer son agence le plus tôt possible pour pouvoir, parce qu'il y a quand même un certain temps on commence par des petits projets pour pouvoir prétendre à pouvoir ensuite à des plus gros concours. Est-ce qu'il ne faut pas attendre, il faut direct entrer c'est chacun son histoire, les deux histoires fonctionnent. Clara, elle a monté son agence tout de suite en sortant de l'école. Moi, j'ai travaillé en agence et travaillé à côté. Enfin, je faisais les deux. J'avais des petits projets à côté et travaillais en agence. Donc, c'est vraiment... pour te mettre à ton compte, il faut avoir des commandes. Donc, si tu n'as pas de commandes et que tu te mets à ton compte, c'est un peu chaud. Il faut déjà avoir des commandes. Et si tu as quelques commandes, tu peux te mettre à ton compte. Mais sans commandes, c'est compliqué. Mais après, quand on sort d'école, souvent on nous dit qu'on voit une partie de ce qu'on fait dans le métier d'architecture. Est-ce que se lancer directement, ça peut être plus dangereux que avant travailler en agence pour quelqu'un d'autre? Bon, ça franchement, moi j'ai pas d'avis là-dessus. C'est chacun comme il le sent. Ça peut être aussi très bien d'être naïf et plein d'envie, et c'est ce qui permet aussi de faire des trucs un peu fous, et c'est ça qui est marrant. C'est vraiment au feeling. Si tu es quelqu'un de plutôt angoissé, tu auras besoin d'être plutôt rassuré, ça dépend des caractères, ça dépend des opportunités, ça dépend de plein de choses, mais tout peut fonctionner, hein. J'ai les exemples autour de moi de personnes qui sont sorties de l'école, qui ont lancé leur agence et qui ont encore leur agence, et d'autres qui ont passé du temps en agence et qui l'ont monté après, d'autres qui sont encore en agence, d'autres qui font de la maîtrise d'ouvrage, d'autres qui ont arrêté de l'archi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas de solution parfaite. Ça dépend vraiment des envies de chacun. J'ai une autre question. J'ai une question. Ah, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Ok, moi c'est à propos de la comptabilité des heures avec votre outil. Comment est-ce que vous prenez en compte les périodes de réflexion, même de fausses routes, qui sont nécessaires dans un projet mais qui ne sont pas productives? Comment on valorise ce temps sans se dire on n'est pas productif, on n'avance pas forcément en termes de production, mais c'est quand même essentiel. Bon, on a le droit de ne pas être productif, c'est pas grave. Enfin, c'est pas toutes les heures passées à l'agence sont comptabilisées. Ça m'arrive aussi de passer une journée à me dire qu'est-ce que j'ai foutu, et c'est pas pour autant que je vais mettre 0 sur ma feuille d'heure, donc je vais tout remplir. C'est normal de pas toujours bien avancer, et ça fera partie des heures du projet. Ça dépend si donc j'ai passé du temps sur ce projet à faire quelque chose qui finalement ne sera pas retenu, ce sera du temps passé sur le projet. C'est comme ça. Par rapport à vos projets, souvent si vous faites des projets pour des associations et autres, est-ce que vous avez un dialogue avec eux tout le long du projet, ou est-ce que des fois c'est des initiatives personnelles que vous prenez? Non, mais ça c'est hyper important dans notre pratique. Merci d'ailleurs, parce que je n'ai pas du tout parlé de ça, et c'est hyper important. On travaille à l'agence avec tout le monde à l'agence, et en dehors avec nos clients, nos partenaires. On travaille en constant dialogue, c'est hyper important pour nous. C'est pour ça qu'on est très mal à l'aise dans le concours. C'est qu'on n'a pas de rapport en fait avec le futur usager, avec le commanditaire, avec les différents acteurs du projet. Pour nous, c'est très important d'établir un dialogue serré là-dessus, parce qu'en fait, on va faire projet grâce à leurs besoins, et voilà. Donc, et c'est pas notre projet n'est pas c'est pas parce qu'on a envie de faire ce projet qu'on fait ce projet. C'est parce qu'il y a le besoin et ces personnes qu'on arrive à faire le projet. Et c'est aussi les énergies. Bref,
les énergies, on va dire, des personnes avec lesquelles on travaille et surtout les envies et ce dont elles sont capables de faire. Par exemple, là, je pense à la rénovation. On est en train de rénover la cité culturelle de l'hôpital psychiatrique Barthélemy-Durand à Étampes. Donc le concours qu'on a fait avec Guénaël, qu'on a gagné. Donc on a fait un concours qu'on a réussi à gagner malgré tout. Et la directrice donc de la cité culturelle et l'équipe de la cité culturelle, en fait, ont une patate, mais vraiment très très forte. Et du coup, le fait qu'elle soit hyper motrice, hyper active, ça permet en fait d'aller loin. Et c'est-à-dire que là, on a commencé à monter des ateliers en collaboration avec des artistes grâce à elle, où il y a un artiste référent pour chaque objet fini. Donc on va dire tissu de la grande voûte de la salle de spectacle, tissage dans l'entrée, vaisselle du bar, baffle acoustique, rideau. Donc il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a 11 artistes. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être fabriquées. Donc chaque artiste chapeaute en fait un atelier ou à la chapeaute, c'est pas un très joli mot non plus, mais bon, va travailler en fait avec les patients pour fabriquer chaque objet qui fera en fait le second œuvre, la décoration aussi de cette cité culturelle. Vos sites de projet, vous les choisissez forcément dans des grandes villes ou vous pouvez aussi intervenir en espace rural? Non, parce qu'en fait, on n'est pas de là. Okay. Et on n'habite pas là. En fait, on a l'impression qu'on arrive à faire une réponse pertinente parce qu'en fait, on connaît le territoire dans lequel on travaille. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé dans le 19e arrondissement. La majorité de nos projets sont à moins d'1 kilomètre de l'agence, donc c'est vraiment proche. Mais après, voilà, on va à Étampes, c'est à 60 km de Paris. C'est super, on est contente, mais disons qu'on va pas chercher à aller plus loin ou exception. Après, on ne dit jamais non, c'est impossible. Peut-être que là, on avait répondu par exemple à un concours pour concourir sur Dunkerque. Bon, on n'a pas été prise, mais on était OK pour aller jusqu'à Dunkerque. Mais bon, c'est hyper rare quand même. Et au niveau des concours, vous avez dit que des fois, vous étiez mal à l'aise par rapport à cette conversation avec les usagers. Mais est-ce que ça arrive souvent que les agences ne prennent pas en considération les habitants ou autres parce que je trouve ça assez important dans un projet de prendre en considération ceux qui vont y habiter ou vont prendre place dans le lieu. C'est un peu l'essence même de l'architecture. Donc je ne sais pas si des agences qui ne le font pas aujourd'hui, ça me paraîtrait... Après, ça dépend peut-être jusqu'où on a envie de le faire. Nous c'est ce qui nous plaît et surtout qu'on cherche des gens un peu particuliers. S'il y a quelqu'un qui est un peu particulier, qui a une demande un peu... qui va demander beaucoup de dialogue et tout, c'est ce qui nous intéresse parce qu'on aime travailler en fait on aime travailler pas qu'entre architectes. De toute façon, c'est impossible quand tu es architecte de bosser qu'avec des architectes. Donc tu bosses avec déjà des bureaux d'études, avec un maître d'ouvrage. Bon, ça c'est le truc classique. Mais nous, ce qu'on aime encore plus, c'est travailler avec des gens qui ne sont pas du tout dans le métier. Donc là, c'est super avec les patients de l'hôpital psychiatrique. C'est super bien parce que du coup, ils vont pouvoir s'approprier en fait le bâtiment, même si c'est des patients qui ne restent pas des années. Donc mais juste le temps de leur passage à l'hôpital, ça va être 2 semaines, 1 mois, 2 mois maxi normalement. Donc le temps du passage, ils auront participé à la création de la cité culturelle, ils auront participé au chantier. Donc le chantier avec les patients, pour nous, c'est vraiment génial, mais on fait beaucoup de chantiers d'insertion. Donc où il y a des personnes, donc grâce à Travailler Vie, avec qui on a c'est pas un partenariat, mais en fait avec qui on travaille tout le temps parce qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie et c'est chouette de travailler ensemble. Donc là, Travailler Vie, qui est entreprise d'insertion, va travailler régulièrement sur nos chantiers. Et du coup, ça permettra de former des personnes, par exemple, à la pierre sèche. Donc Travailler Vie travaille beaucoup sur la pierre sèche sur nos chantiers, donc ça permet ça. Après, on va
On va faire aussi quelques chantiers participatifs. Par exemple, il y a eu un chantier participatif bois de réemploi à Troubadour. Donc là, le charpentier volant a monté. Tu y étais ? Non ? Ouais. Avec lui ? Ok. Donc Jesse, il est venu à Troubadour. Il a monté un chantier participatif avec du bois de réemploi. Et donc, ils ont monté toute la charpente de l'extension en bois de réemploi. Donc ça, c'était vraiment cool. Chantier de formation aussi avec la ville de Paris. Donc il y a eu trois sessions, notamment sur la Maison des Canaux, où la ville de Paris a monté, avec Ecopolis et nous, un cycle de formation autour des artisans circulaires. Donc maçonnerie circulaire, menuiserie circulaire, et donc pour former des architectes, des artisans et du personnel de la ville de Paris aux techniques du réemploi dans l'artisanat. Donc voilà, ça c'est sûr que ça nous plaît si on peut le faire, mais on ne le fait pas sur tous les chantiers. Mais s'il y a la possibilité de faire que le chantier devienne un moment de partage, d'exploration des savoirs, ça nous plaît bien. J'ai une question, je voulais savoir du coup quel est votre processus de conception en agence ? Parce que vous avez parlé au début que vous travaillez in situ, quand l'occasion se présente. Vous avez parlé aussi de conception participative avec les usagers et les commanditaires. Du coup, comment vous commencez ce processus de conception ? Comment vous faites pour un peu ranger tout ce bazar et commencer votre projet ? Donc c'est ça ma question. Merci. On va commencer par faire des organigrammes, essayer de commencer par des patates programmatiques pour faire que les choses déjà fonctionnent bien ensemble, les espaces. C'est la conception et le dessin de l'espace, c'est nous. C'est personne d'autre, c'est pas un participatif. Disons que, c'est participatif dans l'agence. On se demande l'avis entre nous avec toutes les personnes qui sont là au moment de l'agence, à ce moment-là à l'agence. Mais disons ce qu'on va demander, c'est les besoins aux usagers. Et nous, on a en charge de la retranscription des besoins. Et en plus, on apporte les qualités spatiales qu'on souhaite à chaque espace. Et disons que ça reste vraiment, ça c'est important, même si qu'on discute tous ensemble, chacun reste dans son rôle. Le réemploi, le biosourcé, tout ça, ça va être un moyen, ça va être la manière, c'est pas la manière, mais ça va être c'est presque du technique en fait. D'abord, au début, on se dit pas, au tout début, quand on dessine les espaces, ça reste des espaces. C'est pas au moment de la conception. Quand on dit qu'on travaille in situ, c'est, disons, qu'on fait un diagnostic de ce qu'on voit. Après, nous, quand on travaille à l'agence, même si on aimerait bien travailler in situ, mais bon, pour l'instant, on l'a jamais fait. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, j'ai une autre petite question. Le point de vue juridique, le volet juridique que ça implique, le fait de travailler avec beaucoup de réemploi, travailler avec des entreprises très spécifiques qui savent faire un parquet avec des menuiseries de récupération, comment vous y prenez vis-à-vis des marchés publics, vis-à-vis de l'obligation de concurrence ? Est-ce que c'est dans les DCE qu'il y a une façon de rédiger qui permette pas de chanter, mais de faire en sorte d'arriver à obtenir d'embaucher les entreprises qui savent vraiment faire. Parce qu'il y a une question de savoir-faire, une question de ressources humaines, ressources très spécifiques. Est-ce que c'est au fur et à mesure de votre pratique depuis 20 ans que ça se fait, ou est-ce que vous avez vraiment mis ça en place dès le début pour pouvoir justement gagner du temps, être efficace et travailler avec les bonnes personnes ? Le cas où on est en marché public, c'est un vrai marché public. Disons qu'on n'a pas on biaise pas surtout que parfois, par exemple, on est en entreprise générale, donc là, on a vraiment pas le choix, parce que entreprise générale qui travaille en réemploi, on n'en connaissait pas, mais moi, j'aime bien travailler avec des entreprises qui n'ont jamais fait. Donc ça me dérange pas. Bon, pas pour en fait. Pour le cas précis de la fenêtre,
on va dire qu'il faudra que ce soit fait comme ci, comme ci, comme ça. Et de toute façon, ils seront obligés de faire en sous-traitance avec l'atelier rare. C'est pas ça, on leur mettra dans les pattes après. Mais pour la réponse au marché public, on travaille même là pour des placards qu'on a fait en fenêtre de réemploi avec des entreprises qu'on ne connaît pas. Et tant mieux, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'elles y voient un intérêt économique aussi, certainement? Oui, économique, là, je pense pas trop parce qu'ils l'ont vendu vraiment pas cher. Mais non, mais ils y voient un intérêt. En fait, ça les amuse, les artisans, de faire... bon, pas tous, hein. Il y en a qui voient l'intérêt qu'à la fin, quand ils ont compris qu'ils pourront répondre à un autre appel d'offres où ils auront dit qu'ils auront fait du réemploi. Mais en attendant, ça a été la bagarre pendant le chantier. Ça arrive aussi, c'est pas que joli. Mais en fait, aussi la technique de faire du réemploi, c'est pas nouveau. Donc c'est juste que les vieux entrepreneurs, ils disent oui, je comprends, je sais pas pourquoi on a arrêté de récupérer les trucs. Donc tout le monde, les entrepreneurs en plus qui savent aussi ce que c'est qu'un sou de jeter, enfin toute l'âme un peu paysanne de dire on va pas jeter, on va garder, on va conserver, on va de garder les restes et tout ça, c'est vraiment ça. Donc il y a plein de personnes pour qui ça résonne. Qui sait ce que c'est qu'un bureau de contrôle? Levez la main. On va regarder combien de pourcentage d'étudiants. Ouais, pas beaucoup en fait. Julia, tu peux nous expliquer? Ouais. Le bureau de contrôle, c'est quelqu'un avec qui il faut bien s'entendre. Bien choisir surtout. Il faut bien choisir son bureau de contrôle. Et il y a des bureaux de contrôle qui sont très bien, très compétents. Et en fait, c'est la personne, l'organisme de contrôle. Donc, c'est souvent des gros groupes. Donc, il y a APAV, Caliconsult, Socotec. Voilà, ça, c'est les gros qui me viennent. Il y a aussi BTP qui vont... donc, c'est des gros organismes qui sont... Donc, on a un chargé d'affaires dans l'organisme qui s'occupe de suivre notre bâtiment. Et c'est lui, cette personne, qui va vérifier que tout est OK au niveau de la sécurité incendie, de la solidité des ouvrages, de l'accessibilité handicapée et stabilité des existants parfois, électricité, il y a aussi plomberie en fait, toute la normalisation. Ouais. Donc il y a les bureaux de contrôle qui ne connaissent pas et qui ne font pas une bonne analyse. En fait, un bon bureau de contrôle, c'est un bureau de contrôle qui fait une bonne analyse des risques, qui va dire OK, donc tu fais le sanitaire, très bien, on récupère le sanitaire en sanitaire. Quel est le risque en fait de casse du sanitaire, de récupérer le sanitaire en sanitaire? Qu'est-ce que je vais demander ou qu'est-ce que je vais exiger de l'architecte qui va me rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Donc là, par exemple, on lui dit, on va faire un examen visuel du sanitaire. On va observer s'il a des fissures ou pas des fissures. On va voir que le sanitaire n'a pas de fissures, qu'il est bien émaillé partout, qu'on va refaire la chasse et la robinetterie, ça va être validé. Donc c'est lui qui va... Par exemple, si je vais réemployer une porte coupe-feu en porte coupe-feu, le bureau de contrôle va risque, et je ne l'ai jamais fait, enfin si une fois, mais c'était un cas très particulier, risque de me faire les pires demandes, parce que ça va être très compliqué pour moi de montrer que la porte coupe-feu va rester coupe-feu, je ne vais plus avoir le PV et tout ça. Donc le bureau de contrôle, moi j'aime bien les bureaux de contrôle si c'est moi qui les choisis, parce que je choisis quelqu'un qui connaît et qui va être peut-être plus exigeant sur certains sujets, mais au moins je sais que ce sera fondé et qu'on va parler la même langue en fait. De toute façon, en général, il faut trouver des gens avec qui on parle la même langue, que ce soit le bureau de contrôle, le client, les stagiaires, tout en fait. Après, il y a des architectes qui aiment bien se battre, être
chercher à convaincre et tout. Moi, à part les entreprises que je vais aller, où j'ai pas vraiment le choix forcément, enfin je choisis pas vraiment toutes les entreprises, même si je les choisis un peu mais pas complètement. J'essaye de travailler avec des gens avec qui je parle la même langue. Ça, je préfère, c'est moins fatigant et voilà. Voilà, là juste l'exemple où vous voyez, donc ça c'est le plan de l'état existant, donc avec le rouge c'est ce qu'on va démolir, le vert c'est ce qu'on va conserver. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tant de verre que ça. Hein. Et là, là c'est le projet du rez-de-chaussée, avec en bleu ce qui est neuf, en noir ce qui est conservé, en vert ce qui est réemployé in situ et en orange ex situ. Donc ça ne fait pas non plus une proportion dingo. Hein. Voilà. Et si vous voulez, vous pourrez regarder les images sur le site. Au moment de concevoir le projet et de discuter avec les usagers, tout ça, il y a, j'imagine, beaucoup d'objectifs et beaucoup d'envie, que ce soit sur le réemploi ou sur la participation des futurs usagers dans la conception. Et dans quelle mesure vous arrivez après à réellement le mettre en place dans la conception, dans la réalisation du projet? Comme ça, en fait, en l'écrivant, en le dessinant, en fait, en représentant graphiquement ce qu'on a dit à l'oral, disons, les choses qu'on dit, on les dessine, on les écrit, et en général avec le réemploi, on se dit, on va même plus loin que ce qu'on a imaginé, parce que finalement, c'est peut-être encore plus facile que ce qu'on pense, et l'entreprise, justement, si elle est un peu intéressée, en fait, elle va avoir plein de... Là, sur Bernardin, l'entreprise, le menuisier me propose de faire plus. En fait, il me dit, ah oui, j'ai pensé, on pourrait faire ça et ça et ça. Et en fait, très souvent, le réemploi, on va plus loin que ce qu'on a imaginé. Ce qui n'est pas forcément le cas du biosourcé, parce qu'il va y avoir plus d'implications, de coûts, voilà, ça va coûter plus cher, tandis que le réemploi, finalement, c'est pas... Ça dépend, bien sûr, le parquet là, dont on reparle à chaque fois, c'est beaucoup plus cher qu'un parquet classique, mais en fait, il y a plein de fois où c'est plus simple de prendre ce qu'on a sur place, de ne pas le jeter, de le garder, de le remettre ailleurs. Donc, On leur a proposé de questionner leurs projets qu'ils sont en train de faire en ce moment à l'aune de 5 questions qui ne se seraient peut-être pas posées si on ne les avait pas provoquées en processus de conception. Donc on va passer la parole à Louise qui va t'introduire en fait tout cet exercice de processus de conception ce semestre. Alors oui, la manière dont on a travaillé, c'est sous forme de thèmes, de questions, comme a pu dire l'enseignante. Dans le sens où on s'est posé à chaque fois ces thématiques et on a essayé d'y répondre avec des documents qu'on a produits nous-mêmes, qu'on a trouvés, et en faisant une discussion entre S9 et S7 pour ensuite essayer d'élaborer un peu plus, d'aller un peu plus loin, et au final produire cette gigantesque atlas qu'on a essayé de trier un peu par... on a essayé de mettre en place les thèmes un peu comme une sorte de couche, dans le sens où on part de la terre, on va dans l'eau, forêt, air, température, climat, avec autour les documents qu'on n'a pas produits nous-mêmes et qui sont là comme support à la compréhension de l'atlas collectif en général. Support et aide, parce que vous avez fait appel à ces documents pour compléter votre réflexion. Oui. En fait, c'est un processus de recherche qu'on vous a proposé d'expérimenter et que vous pouvez d'ailleurs plus tard ou même dès maintenant reproduire. C'est aussi en fait un objectif de pensée collectif au travers d'un système de visualisation. Et donc c'était un pari un peu ambitieux de chaque semaine de mobiliser des atlas collectifs
à 2 niveaux, qui faisait rencontrer en fait le semestre des étudiants du semestre 7 avec des étudiants du semestre 9, avec des sites différents et en cours d'études. C'est-à-dire qu'il y avait des sites qui étaient parfois encore non choisis, mais donc il fallait travailler à partir de typologies et de mettre en commun des typologies, des problématiques communes qui traversaient ces grands thèmes, qui pouvaient finalement être mobilisés sur toutes les différences. Et donc c'était un petit peu une discussion à conduire au travers des visuels, de ressources, de référentiels, mais aussi de production personnelle, qui étaient parfois en projection ou en hypothèse. Alors du coup, peut-être que Julia, il faudrait guider Julia dans la lecture de ce grand atlas collectif. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si, à mesure que tu regardes tous ces dessins, s'il y en a qui t'interpellent, on peut peut-être rentrer en discussion avec leurs auteurs ou le collectif. Ça, on peut lire de haut en bas ou de bas en haut. C'est pas l'ordre dans lequel on a fait dans le cours du semestre. Alors, la vie sous la terre. Quelle vie sous la terre? Est-ce qu'il y a un groupe qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé sous la terre? Tous travaillé partout, sur tous les thèmes, ok. Ça marche. L'intérêt déjà de la réhabilitation, c'est qu'on n'impacte pas l'imperméabilisation, où justement on essaye plutôt de désimperméabiliser. Parce que là, avec votre travail, on voit l'importance de laisser le sol perméable. On voit tous les problèmes que ça crée d'avoir des villes imperméables. Donc, l'intérêt de bâtir le moins possible, c'est de désimperméabiliser, enfin de ne pas augmenter et au mieux de désimperméabiliser. Et c'est vrai que toutes ces coupes-là où on voit les strates, les différentes strates, c'est hyper important. Là, entre 1980 et 2025, est-ce que vous avez... ah oui, c'est-à-dire la densification, c'est ça, la création de planchers? Du coup, nous, on travaille sur la réhabilitation d'une friche agricole à la forêt Sainte-Croix, donc dans l'Essonne, où on avait un hangar qui contenait 6 silos agricoles. Donc, c'est des grosses structures en béton qui sont enfouies à 6 mètres de profondeur dans le sol. Et on avait cette question de requalifier l'usage de ces silos, en fait, qui historiquement permettaient de stocker le grain en quelque chose de plus... de différent de l'époque. Donc c'était des questions qu'on s'est posées au début de la réflexion du projet, où je m'étais questionné sur pourquoi pas réaliser une culture de champignons dans ces silos, permise par l'humidité déjà présente dans le sol. Et donc jouer sur la porosité, pourquoi pas entre l'intérieur et l'extérieur. Si dans ton cas précis là, de densification en fait de l'existant, en ajoutant comme ça des planchers, automatiquement on sera obligé d'aller retravailler les fondations. Et quand tu fais justement un travail sur le sol comme ça, où tu vois si bien la profondeur et les coupes, je pense qu'il faudrait indiquer qu'il y aura quand même un travail après qui va se retrouver par là, et même potentiellement, je ne sais pas ce que ça va donner sur... Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... J'ai une question aussi, parce que du coup, je travaille sur le même site que Céliane. Mais du coup, ça signifie qu'on doit renforcer le mur préexistant pour pouvoir rajouter des planchers? Je suis pas un G-structure, mais en tout cas, et j'ai pas toujours les bonnes intuitions par rapport à ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on devra reprendre à minima. Et puis en plus, vu que c'est un bâtiment totalement, enfin, où les 2 tiers sont sous terre.
Du coup, tu as ce mur là contre terre. Je ne sais pas ce que ça donne de rajouter des planchers, mais ce serait intéressant de creuser la question. Ça, pour quelqu'un qui a des bonnes intuitions en structure, ça va vite. Ou est-ce que vous êtes parti de l'hypothèse que les silos supportaient des charges tellement énormes que là, avec tes champignons, tes moindres charges, et du coup, tu peux supporter peut-être on est complètement. un petit... On est parti un peu de ce principe parce que c'était un silo à grains, donc niveau pression et autres. Dites-le. On est parti. C'est une super réponse. Ouais. Je pense que ça peut être un bon postulat. Non, mais c'est très important, ces hypothèses de travail, justement, dans l'existant. On ne sait pas tout, on n'a peut-être pas les moyens de sonder, ou pas tout de suite. Effectivement, c'est des questions c'est des nouvelles questions aussi, puisqu'on on se met à de plus en plus faire avec l'existant et faire des réhabilitations. Donc c'est vrai que dans les écoles aussi, on tâtonne et la méthode de l'hypothèse, il faut l'exprimer. Enfin, il ne faut pas hésiter à répondre qu'on a pris une hypothèse. Par contre, il faut l'assumer, quoi. Et l'argumenter. Oui, il faut la défendre, ouais. Oui. Après, évidemment, la coupe sur l'extraction du charbon, ça nous rappelle ce que ça implique pour les hommes que d'aller extraire les matières. Quelles sont les conditions de travail, ce que ça implique pour déjà pour le sol et puis pour socialement, qu'est-ce que ça va donner cette extraction des matériaux. Ça nous donne envie de freiner un petit peu tout ça. Après, c'est tout fin, donc c'est un peu petit. Et ça, c'est en lien avec un projet. Donc là, il y a l'Oise, les usines, et vous avez un projet de réhabilitation des usines ou... Pouvez-vous lever et rejoindre l'Atlas ? Donc là, c'est la coupe, oui, c'est à Creil, à Saint-Maximin. C'est une zone commerciale. Et pour mon PFE, j'ai pour projet de repenser cette zone dans un futur 2100, par exemple, 2050. Et il y a donc la question des sols, qui a été longtemps exploitée, d'une part pour la pierre de Saint-Maximin, pour les monuments parisiens, et aussi une forte industrie qui se situe à Creil et qui était en lien direct avec l'Oise, donc qui était pratique d'une part pour transporter, mais qui a en contrepartie pollué les sols et l'eau. Et aussi, on a cette question d'imperméabilisation liée au parking, où cette eau, maintenant, elle ne peut plus trop s'infiltrer dans ces sols. C'est un peu un constat que j'ai pu remarquer sur le territoire. J'ai peut-être une question pour toi. Tu te serais posé toutes ces questions-là sans le processus de conception ? Oui, mais pas tant que ça. Je pense que déjà, j'aurais pas pris le temps de représenter cette coupe, ce croquis, et vraiment de tout stratifier en disant, d'une part, il y a la forêt, il y a l'eau. Je pense que j'aurais pas fait le lien non plus. Donc non, c'est grâce au processus que j'ai fait ce travail-là et aussi que j'ai peut-être passé plus de temps. Ouais. J'aurais peut-être survolé autrement ces sujets. Ok. En tout cas, là, ce qui est ce qui est marquant dans le rendu, c'est les différences de manière de représenter les choses. Et vraiment, c'est à expérimenter, je trouve, d'essayer de schématiser, et même de mettre quelque chose de plus sensible aussi dans la manière d'exprimer. Donc c'est vraiment ce qu'on voit là, parce que chaque dessin a sa sensibilité, sa particularité. Je vous invite à le pousser vraiment à fond. Nous aussi, c'est ce qu'on fait à l'agence. Enfin, pas moi spécifiquement, parce que j'ai pas une grande appétence au dessin, mais souvent, en fait, on a recours à une expression graphique très avec du caractère, de l'illustration, du dessin, de la couleur pour exprimer en fait une idée forte. Et là, dans ton dessin, je vais te faire une critique, tu dessines super bien, c'est très sensible et je trouve que tu vois, il y aurait... je vois un gros potentiel et tu vois, j'aurais envie que ce soit encore plus assumé, marqué et plus grand, même peut-être plus détaillé, plus complet.
Et enfin, il y a vraiment quelque chose, mais qui demande à être assumé complètement. Et là, tous vos dessins, là, celui-là, il est magnifique avec les racines. Enfin, il y a vraiment un très beau potentiel. C'est là-dessus aussi que vous insistez. Oui, on essaie d'insister sur ce système d'expression personnelle et qui, en fait, conduit à un récit et qui complète, en fait, la connaissance qui est une connaissance faite d'études après carte, d'après aussi une histoire du lieu. Et donc ce récit, ça permet aussi d'entrer dans le projet. Ça permet de projeter dans un devenir d'occupation des lieux ou de requalification des lieux. C'est ce qu'on essaie de conduire. Est-ce que vous voulez aller dans quel... En parlant de récit, je pense aux 2 dessins de Martin que tu as apportés. Peut-être il y a cette notion de récit, je trouve, dans tes 2 dessins. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu l'as conscientisé ou est-ce que tu... Viens avec nous, Martin. À plusieurs, venez l'équipe. Voilà, Martin, Mathias et Jules. Toute une équipe. Martin, Mathias et Jules, expliquez-nous pourquoi vous avez dessiné de cette manière-là. Et puis c'est un dessin qui vient, aujourd'hui ou la semaine dernière, parce qu'il y a tout un parcours de réflexion sur le projet. Du coup, peut-être que la démarche de projet, donc nous, on est à 3 sur un PFE à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. La question s'est posée en fait, quelles sont les formes de la ville dans laquelle on intervient. Et donc le village dans lequel on intervient, c'est un petit bourg médiéval qui avait comme activité principale la pratique du viticole et de l'agriculture. Et avec donc ce village qui est situé sur les berges du Rhône, avec l'arrivée de la centrale nucléaire dans les années 60, il va se voir construire un grand ensemble de 3000 logements qui fait la même taille en dimension que le bourg médiéval. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la ville donc pavillonnaire, la ville Sprol, le paysage viticole qui était le paysage de la ville médiévale est aujourd'hui plus visible. Et c'est une question qu'on se pose au travers de ce PFE, c'est comment redonner du sens pour les habitants de cette ville, comment requalifier l'activité agricole dans la ville, dans le village, activité qui a disparu. Donc, pour revenir sur la question du récit, nous, on voulait justement mobiliser l'illustration, ou en tout cas, là, c'est pas de la satire, mais c'est caricaturisé. Donc, comme dans la vue aérienne, comme dans la coupe, on fait des abstractions énormes, mais qui symbolisent notre lecture du lieu. Donc là-bas, si on va dans la coupe, on va comprendre déjà un certain territoire qui est marqué par la vallée d'une rivière, en l'occurrence c'est le Rhône. Et donc qui dit rivière et histoire centralisée de la France dit centrale nucléaire. Et donc c'est vraiment 2 territoires et la technique de l'homme et les écosystèmes de ce lieu qui conjuguent ce paysage. Et donc c'était un peu faire la caricature, mais en même temps le portrait de ce que nous on comprend de ce lieu. C'est le début d'un récit pas encore trop problématisé. C'est plus du relevé de l'imaginaire, de notre imaginaire. Ça fonctionne bien parce qu'en un coup d'œil, sur cet axo, on voit exactement où se trouve quoi. Comme tu dis, c'est schématisé, mais ça reste à la fois très clair et fin. Et moi, je trouve que ce qu'on se rend compte aussi, c'est que vous avez tenu à exprimer, à observer et à exprimer ce que vous comprenez du territoire. Et l'échelle du territoire, comment on la dessine, on voit bien que le géométral atteint ses limites. Alors ok, une cartographie pourrait dire effectivement tout ce que vous avez dit, mais en allant chercher une coupe transecte raccourcie
et une espèce d'estampe japonaise stylisée façon Patrick Henry à Belleville, et ben en fait vous arrivez à dire exactement ce que vous voulez dire. Donc il faut aller chercher des modes de représentation et toujours être en éveil dans votre atlas personnel jusqu'à votre mort, des modes de représentation dans lesquels puiser, à aller chercher pour coller à votre message, quoi. Et ça permet aussi de communiquer avec des non-architectes très facilement. Après, c'est vrai que, peut-être que la coupe là-bas, elle a mieux marché, mais tous les trois, on coïncide sur la clarté sur le bon choix schématique des objets ici. Mais en parlant à certains profs, c'est moins bien reçu par les architectes ou par certaines personnes qui mobilisent d'autres concessions. Donc oui, voilà, il y a une certaine tension, je pense, mais c'est intéressant. En sachant que la forme est d'autant plus caricaturée que les dessins ont été faits avant d'aller visiter le site. Donc c'était vraiment basé sur des informations d'après carte qu'on avait extrait et même d'après Google Earth ou des choses comme ça. Donc on n'avait pas encore, et donc il faudrait peut-être refaire un dessin où on pourrait préciser aujourd'hui des choses plus en lien avec ça. C'est vrai que sur la question de la visite du site, c'est vrai, donc on a commencé à étudier le site avant même d'y aller, et même pour voir avec d'autres personnes du groupe comment on a analysé avant de visiter. Souvent on se rend compte quand on va sur site que le site est parfois un peu mieux, où on avait tendance à trop le voir mal, ou essayer vraiment de lui trouver des problèmes là où parfois il n'en a pas. Et alors certes c'est un site avec de grands enjeux dont on va tenter de répondre dans le PFE et avec des problèmes, mais on avait, je pense, une vision beaucoup plus caricaturale qu'on a essayé de retranscrire dans ces dessins avant d'aller sur site. Et donc je pense que, comme a dit Jules, il faut confronter cette pensée et peut-être revoir notre manière de dessiner, ou faudrait peut-être refaire le même rendu avec l'expérience post-visite. En fait, il y a l'idée du processus, et un processus en mouvement. Le temps passant assez rapidement, en fait, on doit libérer les étudiants qui ont un cours. On voulait te demander si tu voulais conclure cette séance, si tu avais quelque chose à transmettre. Merci. Surtout, c'était chouette de pouvoir échanger avec vous, avec toutes les questions. C'est vraiment agréable de pouvoir avoir un échange, une discussion. Je voulais vous remercier pour ça, et bravo pour tous les étudiants que vous êtes. Restez engagés et croyez en vos rêves. C'est important. Donc, si vous voulez récolter vos travaux...